Pierre Gentillet m'ayant demandé de dire deux mots, j'arrive après, je n'ose pas dire après la bataille, d'après ce que j'ai compris, mais après la réunion, je suis désolé puisque j'étais à l'Assemblée. Je voulais dire simplement deux, trois mots, non pas sur la politique à l'Est que vous avez évoquée, simplement, puisque Pierre me le souhaitait, un peu sur les impressions que j'ai avec 14 autres députés qui étaient avec nous la semaine dernière en Russie. Quelques impressions. Premièrement, il y a une totale incompréhension, une totale, j'allais dire, déception des parlementaires russes par rapport aux parlementaires français. Des Américains, ils n'attendent pas grand-chose. Des Allemands, guère plus. Mais ils ne comprennent pas qu'on suive, j'allais dire, aveuglément certaines politiques. Je prends l'exemple des sanctions, vous avez discuté, je pense, de l'opportunité ou pas. Si je résume en 5 minutes, donc je fais l'essentiel, première vague et deuxième vague de sanctions, à la limite, ils comprennent. Troisième vague de sanctions, elle est décidée juste après la tragédie du Malaysian Airlines et avant même le début de l'enquête. Et là, ils disent quand même qu'il y a un problème. Et quatrième vague de sanctions, elle est décidée la semaine dernière, elle est décidée après que le cessez-le-feu ait été signé. C'est-à-dire que vous vous trouvez devant des gens qui vous disent « Attendez, on nous sanctionne, pourquoi? Parce que, paraît-il, on n'est pas dans la bonne direction, mais même quand il y a un cessez-le-feu qui est signé, et même quand il y a un cessez-le-feu qui est globalement respecté, dans une guerre civile, les cessez-le-feu sont toujours globalement respectés, c'est jamais parfait, mais je suis désolé, il tient. Jusqu'à présent, eh bien, on continue à nous sanctionner. Donc, première remarque, puisqu'on me demande quelques remarques en bloc, c'est qu'il y a désormais une totale incompréhension sur le thème. On a, de la part des parlementaires russes qu'on a rencontrés, on a l'impression qu'il y a véritablement un acharnement sur nous absolu. Deuxième impression, et là je sais que ça va faire bondir dans la salle, leur opinion à eux, et pour alimenter ceux qui vont crier à l'avance, je la partage, ça consiste à dire ce qui s'est passé à Kiev, c'est un coup d'État. Parce que ce qui s'est passé à Kiev, c'est un coup d'État, et si vous me laissez le temps d'expliquer ce que je pense, après vous n'êtes pas obligé de le partager. Quelle était la situation en Ukraine? J'ai été président de France-Ukraine de 2002 à 2007 et j'ai vécu ce que certains ont appelé la Révolution Orange. La Révolution Orange, tout le monde l'a oublié, ça a fini avec 4% ou 5% pour M. Yushchenko, élu démocratiquement président, c'est-à-dire la déroute totale de M. Yushchenko, et qui a été remplacé tout aussi démocratiquement par M. Yanukovych. Je ne porte pas de jugement de valeur sur M. Yanukovych, je porte simplement un jugement de valeur sur l'élection par laquelle il a été élu. Il a été élu dans des conditions qui ont été reconnues par le Conseil de l'Europe et par l'OSCE. Et puis ensuite, ce président-là a changé d'avis sur le sujet que chacun connaît, à savoir l'accord d'association avec l'Europe. Je me permets de rappeler que normalement, il y avait des élections présidentielles qui étaient prévues démocratiquement, normalement, 10 mois après. Et que ceux qui disent être attachés à la démocratie auraient dû dire simplement c'est un président de la République élu démocratiquement, tout à fait contestable, tout à fait corrompu, je ne reviens pas, mais qui change d'avis, on attend les prochaines élections pour le combattre. Qu'est-ce qu'on a assisté? Qu'est-ce qu'on a assisté? Qu'est-ce qu'on a... Non, mais laissez. Vous employez les mêmes méthodes que je dénonce sur la place en question. Qu'est-ce que... J'essaie de vous faire comprendre le point de vue. À quoi on a assisté? On a assisté à un blocage d'une place. Imaginez 2 secondes. Je prends un hasard que l'UMP dise on a un président, je dis bien imagination, que l'UMP dise on a un président de la République qui ne tient pas ses promesses. On décide de bloquer, mais au-delà de l'humour, c'est exactement la transposition de ce qui s'est passé. Qu'on a un président qui ne tient pas ses promesses, alors qu'il y a des élections présidentielles prévues dans les dates ultérieures. Qu'on bloque la place de la Concorde, qu'on l'occupe pendant 3 mois et qu'on bloque la moitié des Champs-Élysées. C'est exactement ce qui s'est passé à Kiev. Et qu'on voit défiler sur la tribune des députés polonais, américains, allemands, britanniques qui disent il faut renverser votre chef d'État. Et accessoirement des philosophes français. Ça a fini comme ça a fini de manière tout à fait condamnable puisqu'il y a eu des victimes, que bien sûr je déplore, mais je dis simplement qu'on le veuille ou non, en droit c'est un coup d'État. Voilà.
Et pour les Russes, ça reste un coup d'État. Puis-je rappeler en fait, enfin, pour finir, que l'accord qui avait été fait avec l'opposition avait été garanti par la France, par l'Allemagne et par la Pologne, c'était ça le troisième État, France, Allemagne et Pologne, et que 24 heures après, cet accord que la France, l'Allemagne et la Pologne avaient garanti entre le président Yanukovych et son opposition a été bafoué, et qu'on a eu l'enchaînement de situations qu'on a eu. Je ne qu'il n'y ait pas de malentendu, surtout s'il y a des journalistes, ou même s'il n'y a pas de journalistes, je ne défends en rien Yanukovych. J'ai dit simplement la perception pour les Russes, c'est de dire vous êtes sortis du droit. Et le droit, c'était de dire votre président. Non, mais le droit, on ne peut pas l'invoquer quand ça arrange et le rejeter quand ça dérange. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ben, je pense qu'il y a tout simplement eu un effet d'aubaine. Je me permets de rappeler, je pense que ça a déjà été dit, que les premières décisions à Kiev, ça a été les décisions de rejet de la langue d'une partie de la population. Quand on fait une révolution, il y a deux manières. Ou on rassemble, ou on continue à diviser la population. Je pense que le nouveau gouvernement aurait pu choisir de rassembler. Visiblement, les premières mesures qui ont été adoptées étaient plutôt des mesures qui divisaient. Ben, quand on divise, on a la division. Voilà. Et après, ceux qui, au fond de la salle, disent la Russie va envahir, je pense que quand les Russes, ils ne sont pas plus bêtes que les Français, ils ont eu un moment un effet d'aubaine. Ils ont eu un moment un effet d'aubaine, et ils en ont profité. Bah oui, bah écoutez, en politique, si vos adversaires sont assez idiots pour faire des fautes et que vous n'en profitez pas, c'est vous l'imbécile. Voilà. Vous avez compris, je ne parlais pas de vous, l'individu, je suis en politique. Je ne me permettrai pas. Non, c'est pas vous que je vise en tant que personne. Voilà, donc, effectivement, il y a eu un effet d'aubaine, excusez-moi, aujourd'hui ils l'ont pris. Vous remarquerez simplement qu'ils ont reconnu le référendum organisé, je le conçois, dans des conditions tout à fait contestables en Crimée, mais qui reflètent la vérité de la population, et ils n'ont pas reconnu, et ils ont eu l'intelligence de ne pas reconnaître le référendum qui était organisé dans les régions du Sud. Un mot pour finir sur la perception des entreprises françaises. Moi, j'ai été frappé par les rendez-vous qu'on a eus avec les entreprises françaises. Je crois que vous avez la parole dans quelques minutes si vous le voulez. Donc, vous pouvez peut-être patienter un peu. Je vous promets, je ne serai pas long. Les entreprises françaises, 3 messages qu'elles nous ont adressés. Et je ferai un parallèle avec un État que certains connaissent, que je ne prends absolument pas un exemple. 2005. L'Europe et les États-Unis mettent des sanctions sur l'Ouzbékistan. Je fais cet exemple pourquoi? Parce que j'y étais juste avant. L'Ouzbékistan, il y a un massacre d'une partie de la population totalement condamnable. On fait des sanctions que tout le monde applique et la France retire ses entreprises d'Ouzbékistan. Et puis qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte finalement que les États-Unis se retirant de l'Afghanistan, l'Ouzbékistan va devenir la nouvelle ligne entre guillemets de frontière. Et comme par hasard, Hillary Clinton vient 2 fois en Ouzbékistan. Et puis, comme par hasard, à un moment, les États-Unis disent on lève les sanctions. Et à ce moment-là, l'ambassadeur de France me dit mais c'est très bien, mais toutes les places par les entreprises américaines étaient déjà reprises. Le problème des sanctions, c'est que c'est facile à mettre. On les met tous dans l'allégresse et en réalité, si vous réfléchissez 2 minutes, on les enlève quand les États-Unis seuls le demandent. Et qu'en général, les États-Unis, qui sont nos alliés politiques, qui n'est pas un malentendu, qui sont nos alliés politiques, sont des concurrents économiques tout à fait intelligents. Voilà. Et ce que je regrette dans cette politique de sanctions, d'abord, c'est qu'une fois qu'on la met, on ne sait pas comment on l'enlève. Deuxièmement, le message des entreprises françaises, et ce que j'expliquais aux journalistes du Monde, c'était quoi? C'était de dire, d'abord, il y a 2 lectures des sanctions. Il y a la lecture américaine, qui consiste à dire, si ce n'est pas écrit 3 fois dans la liste des sanctions que telle chose est interdite, on continue. Et il me donne 2 exemples très précis. Le plus gros projet américain d'usine à l'heure actuelle, c'est GE, General Electric, à Irkoutsk, qui continue. Exxon vient de signer dans la mer de Kara. Et Ford continue à signer. Et par contre, quelle est l'attitude des entreprises américaines, des entreprises européennes? Et toutes me disent, c'est l'effet PNP Paribas. C'est-à-dire que désormais, alors, vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que désormais, toutes nos directions nous disent, attendez, avant de signer quoi que ce soit avec la Russie, regardez bien si vous êtes sûr que ça ne rentre pas dans les sanctions et qu'on ne risque pas d'avoir dans quelques années BNP Paribas, l'amende, semble-t-il justifiée, qu'ils ont eue. Attends, je ne suis pas banquier, toi, tu l'es, mais voilà, bref. Non, vous avez compris ce que je veux dire. Résultat, c'est qu'en réalité, les entreprises européennes sont désormais totalement sur la défensive quand elles ont des propositions.
qu'immédiatement c'est consultation du siège pour savoir si elles peuvent ou non prendre le marché, que c'est les avis de ce qu'on appelle la compliance, le service dans les entreprises qui est chargé de vérifier la conformité morale, etc. Et qu'en réalité, on a des entreprises américaines qui aujourd'hui, dans le plus grand paradoxe, n'hésitent pas à aller de l'avant, parce qu'elles savent qu'elles n'auront aucune sanction si elles y vont. Des entreprises européennes qui sont extrêmement aujourd'hui inquiètes. Des Russes qui disent de toute façon les Européens ne sont plus des partenaires fiables et qui désormais, vous le voyez bien, se tournent vers l'Asie. Et ce sera le mot de la fin, puisqu'il y a un dossier qu'on a un peu médiatisé qui a été le Mistral. On a eu un entretien avec les délégations, avec M. Ivanov, qui est le chef de l'administration présidentielle. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit deux choses. D'abord, le Mistral, contrairement à ce qui est rappelé par une partie de la presse, ça a été un geste d'amitié vis-à-vis de la France. C'est-à-dire qu'à l'époque, Medvedev et Sarkozy ont décidé de signer ce contrat, que les chantiers navals russes ne sont peut-être pas aussi performants que les chantiers navals français, mais ce n'est pas les derniers, et qu'ils auraient pu tout à fait, comme le demandaient certains, décider de confier cette mission au chantier naval russe. Ils ne l'ont pas fait par amitié pour la France. Maintenant, le discours est simple. Ils nous disaient, voilà, vous ferez ce que vous voulez. Pour nous, c'est un problème français. Si vous ne le livrez pas, c'est pas grave. Mais on demande le respect du contrat. Le respect du contrat, c'est 2 milliards de dollars minimum de pénalité. C'est un transfert de technologie dont vous avez déjà fait les 80%, donc merci. C'est d'autre part pour nous les moyens avec ces 2 milliards de relancer l'emploi dans les chantiers navals de Saint-Pétersbourg. Et accessoirement, on vous souhaite bon courage puisque ces 2 porte-hélicoptères ont été dimensionnés pour des hélicoptères russes qui les spécialistes vous diront qu'ils sont légèrement plus grands que les hélicoptères européens. Voilà, donc sur ce dossier-là, ce qui m'inquiète surtout, c'est la crédibilité de toute l'industrie française de l'armement. Voilà, point final, c'est ce que je voulais dire, parce qu'après, je ne vois pas comment on sera crédible auprès des Indiens, qui se diront, si un jour on a un problème avec les Pakistanais au hasard, ou leurs autres voisins turbulents, est-ce que les Français nous livreront les pièces nécessaires? Voilà, je n'ai pas assisté au début de la réunion, j'en suis désolé, mais je pense que sur ce dossier, sans être absolument un inconditionnel de qui que ce soit, la France aurait eu intérêt à garder une politique un peu plus indépendante. Ce sera le mot de la fin, c'est pas du tout... Pascal Boniface, président de l'IRIS, qui est plutôt proche du Parti Socialiste que de cette maison, comme on le sait, rappelait récemment dans l'un de ses tweets que j'ai vu, qui était assez historique, j'ai vérifié, qui rappelait que François Mitterrand, qui n'est pas du tout mon mentor, je vous rassure, mais que François Mitterrand, alors que les États-Unis étaient quasiment en guerre avec le Nicaragua, continuait à livrer des armes publiquement au Nicaragua, malgré les interdictions des États-Unis. C'est aussi ça, par moment, je pense, comme l'avait fait le général de Gaulle à un moment, savoir rappeler qu'on a nos intérêts à défendre, qu'on a nos alliés, les Américains sont nos alliés, mais que par moment, en étant aussi en rivalité économique, et que si on veut défendre par moment les emplois en France, ça consiste aussi à avoir une politique par moment économique indépendante.